La naissance du SIAC, le Salon international de l'artisanat du Cameroun, ressemble à un conte de fées. Tout commence en 2006, quand Laurent Serge Etundingwa prend les commandes du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Quand j'arrive au ministère, je ne connais pas une foire artisanale puisqu'on n'en organisait pas au Cameroun. Et j'ai la chance d'arriver et d'avoir comme deuxième mission la présence du Cameroun au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Apparemment, les Camerounais y allaient d'eux-mêmes. Ceux qui sont des marchands d'objets d'art et autres allaient là-bas et faisaient de bonnes affaires depuis quelques années. Ils étaient donc reconnus parce qu'ils avaient du matériel artisanal de bonne qualité et fiable. La Chambre de commerce a commencé à envoyer quelques-uns. Ouagadougou, le soleil chante dans la rue. Ouagadougou, moi je veux danser avec toi. Les convois officiels sont venus nous chercher et on s'est retrouvés à la place de la foire, à la place du Siao. Là, c'était une autre ambiance. Un nombre impressionnant d'expatriés, d'exposants de divers pays où l'Afrique de l'Ouest dominait. Et dans le tour des stands, on était surpris de nous retrouver face à un quartier artisanal camerounais de très grande fréquentation et où ceux qui sont venus exposer avaient vraiment du matériel qui tranchait avec ce que nous avons eu à voir dans les stands de certains pays d'Afrique de l'Ouest, en termes de diversité surtout et en termes de qualité aussi. Pendant les cérémonies officielles, il y avait des gens importants qui expliquaient les œuvres, qui prenaient la parole, qui avaient l'attention des autorités. Ces personnes, les voici. Deux Camerounais. Thierry Haute, à l'époque, directeur de publication d'un quotidien burkinabé, et surtout Maled Maljam, l'une des pièces maîtresses de l'organisation du SIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Je lui ai dit, mais monsieur, pourquoi vous n'avez pas suggéré au gouvernement camerounais de faire une exposition pareille? Parce que chez nous, qu'on aille au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, l'artisanat est caractéristique de la région et c'est une grosse diversité. Et je pense que si on faisait quelque chose comme ça au Cameroun, ce serait une bonne chose. Je peux dire que le SIAC est né là, ce soir-là. Quand je suis venu, j'ai fait une note au président de la République où j'admirais tout ce que j'ai vu en disant qu'il nous fallait ça. Et un jour, on m'a appelé, que le président allait me recevoir. Donc je suis allé. Le chef de l'État m'a demandé comment cela s'est passé, qu'est-ce que j'admire tant au Burkina. J'ai estimé dans ma note qu'il fallait qu'on puisse aussi bénéficier de telles attentions touristiques en dehors du fait que sur le plan purement commercial, les artisans allaient profiter et ça allait les pousser avec un tel marché, ça allait les pousser à produire mieux. Alors le chef de l'État m'a dit, bon écoutez, je vais envoyer votre dossier chez le Premier ministre et puis vous allez voir avec lui. Moi, je n'ai rien contre ce projet-là, mais l'essentiel, c'est qu'il marche. Et ça a été fait ainsi. Une semaine après, le Premier ministre m'a appelé et il m'a dit, vous avez un dossier que le chef de l'État a envoyé, voilà. Vous pensez faire votre foire quand? D'ailleurs, la même question m'avait été posée par le chef de l'État. J'ai dit, l'année prochaine, ils étaient étonnés. Les autres, ils font après combien d'années? J'ai dit, je n'étais pas là quand ils ont démarré, comme nous voulons le faire. Mais je sais que depuis qu'ils le font, tous les 2 ans, ils tiennent cette édition. Sur la conversation avec le président de la République, il a posé lui-même toutes ces questions. Ces gens vont venir à une foire à Yaoundé, ils partent de Maroua, de Campo, de Lolodorf, de Betaro Yamelundu. Ils vont arriver à Yaoundé, ils vont vivre comment?
Parce que c'est là l'histoire de la gratuité d'arriver au SIAC des artisans qui sont sélectionnés. On a dit on verra ce qu'on va faire avec les délégués régionaux. Et le chef de l'État étranger, il a dit ces gens-là n'ont rien. Il faut tout faire, mettez au budget ce qu'il faut pour qu'ils puissent arriver avec leurs effets. Et à la limite, il faut même les aider à avoir quelque chose qui leur permette de survivre. Un casse-croûte, c'est le terme qu'il a utilisé. On a convaincu le chef de l'État en lui disant, pour l'instant, nous n'avons pas une politique de l'artisanat. On veut la bâtir. Nous devons partir de ce qui existe. Donc on va inventorier tout ce qui est bon dans le pays et on va l'exposer au même endroit. C'est ainsi que le tout premier SIAC, le Salon international de l'artisanat du Cameroun, se tient du 25 janvier au 2 février 2008 dans les jardins du Musée national à Yaoundé. Nous avons eu une surprise, une agréable surprise. La première dame est venue dans ce SIAC. Ça lui a donné une dimension autre. Parce que ce jour-là était un jour de fête à la place. Elle est venue le matin. On nous a dit qu'elle resterait 3 heures. Elle est restée 6 heures de temps avec nous. Donc tout le monde était impressionné. Elle a visité tous les stands, faisant des photos avec les exposants. Et depuis ce jour-là, les artisans camerounais ont dit qu'elle était leur marraine. Ils ont décrété que c'est comme ça et c'est resté.
ceux qui ont été là étaient émerveillés de découvrir ce que leur pays avait. Et le SIAC est parti comme ça et allait chaque année en s'améliorant. Le premier objectif était de faire connaître ce salon, non seulement localement, mais également sur le plan international. Depuis lors, plusieurs SIAC se sont succédés, ponctués par une sélection des artisans de plus en plus rigoureuse. Les critères par filière nous ont été proposés par un groupe d'experts. Monsieur Mallette, qui est un expert véritablement très polyvalent. Ensuite, nous avons essayé d'utiliser les experts de la faculté des arts et lettres, parce qu'il y a beaucoup d'art dans cet artisanat-là. On a utilisé les experts du ministère du Commerce, parce que la valeur commerciale, il fallait qu'elle soit déterminée. On a utilisé les experts du ministère du Tourisme et des Loisirs, parce que là également, la valeur touristique des objets devait être là. Et enfin, le ministère des Arts et de la Culture, qui a déjà tout un référentiel de base pour évaluer les objets, nous a beaucoup aidé. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur le plan de l'expertise au SIAC, nous n'avons pas de soucis. Au début, on a eu à faire appel à l'expertise extérieure, mais nos facultés et écoles donnent des experts de même niveau, si bien qu'à ce salon, nous avons voulu utiliser cette expertise qui a été formée chez nous et qui est une expertise aussi compétente. Cette 6e édition, qui marque également le 10e anniversaire du SIAC, se veut, au dire des organisateurs, innovante et conquérante. Cette année, l'accent a été mis sur le commerce équitable. Nous sommes à la 6e édition et les efforts du SIAC, du salon, comme ceux de l'État du Cameroun, se conjuguent pour vraiment ouvrir une perspective plus grande et des marchés plus nombreux à l'artisanat du Cameroun. Le Cameroun, dans sa diversité, sa variété, qui fait son originalité et sa force, a voulu que tout ce que nous avons de relents identitaires, de formes de stylisation, de transmission séculaire dans notre pays, que ça remonte des 10 régions pour montrer cette complémentarité du Cameroun qui, intégrant les différences, devient un État pleinement unitaire de fait qui, intégrant donc toutes ces différentes et ces diversités, devient un État pleinement unitaire parce que chacun se reconnaît et chacun reconnaît l'apport qu'il apporte au creuset à l'édification de l'identité nationale. Nous sommes venus avec les différents produits de la région de l'Adamawa, la case traditionnelle qui symbolise même le département de la ville. La région du centre, n'est-ce pas, constitue le vivier le plus important, n'est-ce pas, en artisans. C'est pour ça que nous avons un effectif de 100. Nous avons des essences sur lesquelles nos artisans travaillent le plus. Notamment, il y a du bois avec une variété d'espèces.
l'Est, c'est quoi? C'est la forêt, c'est le sol et le sous-sol. Vous allez voir qu'il y a des artisans qui font beaucoup de choses. Ici, c'est un tableau. Là, c'est l'artisanat d'art. Vous allez voir que c'est un tableau qui parle de l'unité dans la diversité. Notre région est plus spécialisée dans le cuir, qui est notre produit phare. Nous avons amené aussi des sculpteurs. Ceux-là viennent de la région des Montagnards, dans les monts Mandara. Cette machine que vous voyez, c'est un étudiant venant de l'école de mines de Kaélé, nouvellement créée. Il a donc fabriqué cela pour faciliter à ceux qui font l'extraction des mines, de l'or, diamants et autres. L'artisanat du littoral est un artisanat composite. Donc nous avons une délégation de 80 artisans d'origines diverses, donc, qui produisent des œuvres et des ouvrages dans pratiquement toutes les filières. Le Nord est venu avec sa particularité beaucoup plus au niveau de l'agroalimentaire. Il y a l'agroalimentaire, les produits dérivés de l'oignon, de l'ail, du nîmes et du sésame. Nous avons aussi le textile à partir du coton pur.
Le nord-ouest Cameroun présente une diversité artisanale. L'artisanat d'art, l'artisanat de services et l'artisanat de production est représenté dans le nord-ouest Cameroun. Les artisans s'intéressent plus à l'artisanat d'art. Nous avons tenu à habiller notre stand en tenue traditionnelle, le ndop, qui est une tenue réservée aux chefs et aux notables, aux princesses bamileke de la région de l'Ouest. Nous avons un salon royal avec le trône du chef et bien évidemment tout autour les chaises pour les notables et les princesses et les princes. Nous avons les animaux que nous trouvons dans la forêt et puis les expressions culturelles telles que la danse et puis la musique. Vous savez, ici, là, nous représentons la culture Fambeti et l'Omvet est très représentatif de cette culture-là. C'est un peuple qui vient de 4 pays frontaliers qui sont le Cameroun, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Ils ont les mêmes traits culturels et même physiques. This is a pure traditional setting, and the politics of it all begins with the stool, the throne, the royal throne. This throne is where the king sits, where the chief sits, and with it is a symbol of authority. Elle représente une esclave qui a été battue et fouettée. C'est là avec les coups de fouet
Voilà les blessures. Pour réaliser un make-up comme ça, je prends 2 heures de temps. Les produits pour le sang, j'utilise du cacao et parfois du matinal. J'utilise le colorant rouge que je mélange avec du matinal. Je fais tourner, j'ajoute du lait. C'est ça qui me donne le sang. Ce qui fait qu'elle peut même boire du sang, elle fait sortir dans sa bouche. On s'est dit que c'est le vrai sang. Oui, et je peux aussi utiliser le miel avec du matinal pour que ça pèse, ça soit épais. J'utilise le coton plus les lotus que j'essaye de mélanger pour que ça me donne une peau. Et maintenant, je commence un maquillage. Je commence à mélanger les fonds de teint pour obtenir le teint du mannequin. Et c'est ce que vous voyez là. Ces mariés que vous voyez ici représentent un couple. Ils ont bataillé pendant plusieurs années avant d'être ici aujourd'hui devant la chefferie pour se marier. La tenue que vous voyez, c'est une tenue de mariage d'âme, faite à base des pailles, de l'écorce de l'arbre. Ici, ce sont des filets de récupération, juste pour prouver à quel point nous devons garder notre environnement propre. Ce que vous voyez ici là ne doit pas être vu dans l'environnement, dans cet espace que vous voyez ici au Cameroun. Alors, moi, je fais le ramassage. Ça veut dire la récupération aussi. Je récupère, puis je confectionne pour présenter au grand public que les objets de récupération sont utiles. Ici, c'est une tenue de mariage homme que vous voyez. Je vais la décrire. C'est un costume redingote avec queue de cafard. Vous voyez? Que l'on appelle vulgairement la crène. Là, c'est une chaussure. C'est la pied nu. Avec cette chaussure, nous pouvons être à l'aise. Ici, c'est le guerrier. C'est un guerrier bantou. Ça veut dire que c'est lui qui protège les mariés contre les attaques des terroristes. Cette lance que vous voyez, c'est une lance traditionnelle qu'on donne uniquement aux guerriers. Alors le guerrier est vêtu de quoi? Là, ce sont ça, c'est la chair de cocotier. C'est la chair de cocotier que vous voyez ici. Ici, c'est un bouclier de protection, toujours fait à base de l'écorce de l'arbre et des coquilles que vous voyez. Là, c'est un chapeau. Seuls les guerriers peuvent arborer ce chapeau. Au regard de toute cette diversité et richesse du patrimoine artisanal camerounais, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que ce secteur apporte beaucoup à l'économie camerounaise, surtout en termes de création de richesses et d'emplois. Au Cameroun, 80% des activités béné représentent l'artisanat, sont des activités artisanales. Quand on devrait avoir l'industrie du bois chez nous, par rapport à la production des biens et objets, meubles, tout ce qu'on peut avoir, mais on a 80% de ce secteur-là qui est lié à l'artisanat. Parce que les unités industrielles qui sont dans le secteur du bois ne représentent pas plus de 5%, 10% du secteur. Donc le reste est fait par l'artisanat. Donc on aurait vu une méthode pour parler de l'impact de l'artisanat sur l'économie en prenant en compte tout cela. Parce que quand on dit le secteur bois, on confond les statistiques du secteur bois au secteur bois industriel. Or, c'est l'artisanat. Quand on va dans nos villes, la plupart des menuiseries qu'on a, à Yaoundé, nous n'avons pas 10 menuiseries modernes. Nous n'avons pas. C'est des menuiseries entretenues parfois par des menuisiers, des artisans de bois qui ont été dans les écoles.
mais qui n'ont pas la stature technologique voulue pour qu'on parle d'industrie. Tous ces gens-là travaillent ici, même avec les grandes entreprises, alors qu'elles n'ont pas d'industrie. Donc je pense que l'intervention du secteur de l'artisanat ne peut être mieux évaluée que si on tient compte de tout ça et on calcule un impact. Et je ne serais pas étonné que ce secteur-là atteigne les 40% d'impact. Je ne serais pas étonné. Parce que si vous allez dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, combien de Camerounais vont dans les restaurants d'hôtel? Combien? Combien vont dans les restaurants modernes? Et quand vous êtes dans la ville de Yaoundé, si vous comptez qu'en tout, vous avez 200 restaurants, il y a parmi les 200, près de 150, 140 qui sont des restaurants artisanaux. Ce n'est pas des restaurants type moderne avec équipement industriel et tout. Non, c'est ça. Donc aujourd'hui, je crois que nous faisons mal la statistique économique. Si je prends tous les secteurs, par exemple l'automobile, nous n'avons que des représentations ici. Nous ne fabriquons pas les automobiles, mais en réparation, tous les garages là, vous pouvez en avoir peut-être, dans la ville, il y a peut-être 3 qui sont des garages modernes. Même ce secteur-là est artisanal à plus de 80%. Donc si on regarde ce qui est fait sur ces registres-là, on peut dire que le pays a des recettes artisanales qui sont au-delà de 50-60%. Le SIAC, le Salon international de l'artisanat du Cameroun, a 10 ans. Et comme il est de coutume, un bilan s'impose. Ce que nous pouvons dire, c'est que le premier objectif, qui était celui du salon à la création, était de se faire connaître et de se positionner comme un grand salon de l'artisanat africain. Par sa régularité, l'augmentation de sa fréquentation d'une année, d'une édition à une autre, le salon de l'artisanat du Cameroun n'a pas la prétention de dire qu'il est le premier. Non, non, pas du tout. Le CIAO est là, avec un renom, il est très ancien. Mais aujourd'hui, dès qu'on a parlé du CIAO, je ne suis pas sûr qu'on peut parler d'un autre salon en Afrique. On y va, nous-mêmes. Donc on sait de quoi on parle. C'est quand même le deuxième salon, on l'a dit dans tous les discours de l'artisanat, le deuxième plus grand salon de l'artisanat en Afrique. Il est même le plus varié en produits. Aujourd'hui, je peux dire qu'en ce qui concerne la variété des produits, ce salon a l'avantage d'en présenter de toutes les variétés, et ce qui fait de lui un salon assez spécifique. Mais en termes de durée, de notoriété et de fréquentation, nous venons juste derrière le CIAO. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan au niveau du Cameroun? L'avantage de ce salon est qu'il a redonné à l'artisan une place dans la société. Les artisans peuvent maintenant produire intensément parce qu'ils ont les villages artisanaux, ils reçoivent les conseils où ils peuvent aller exposer leurs produits pour qu'ils soient vendus au meilleur prix et non plus au bord de la route. Mais le plus gros apport, c'est la formation des artisans. Les seules petites craintes qu'on a dans cette formation est que la formation qui est donnée a tendance à dire aux artisans produisez plus, produisez mieux. Mais pour produire plus, on perd l'originalité. L'originalité, parfois, c'est quelques zestes culturels qui vous permettent de distinguer un objet artisanal d'une certaine nature à un autre. Parce qu'on sort d'une région d'où n'est pas forcément originaire l'autre. Bon, et il y a cette rivalité-là. Mais si on veut faire pour le marché, pour vendre, on va dire on choisit ce modèle. Et tous ceux qui faisaient d'autres modèles vont courir vers le modèle qui passe le plus au marché. On perd donc cette originalité. Donc, le challenge de ce salon aujourd'hui est de permettre à tous les artisans de produire avec originalité dans leur région. C'est pour ça que les villages artisanaux sont faits dans toutes les régions, de telle sorte que c'est le type qui achète dans le marché qui doit avoir un embarras de choix. Our new apartment is so big. Oh, yeah. I heard about this really cool website. It has African crafts and furniture. They might even have clothes. It's, yeah, CameroonGallery.com. La vente en ligne a été un peu pour nous une révolution.
Ce n'est d'ailleurs pas nous qui avons eu l'idée en premier. L'e-commerce se fait en tout. Mais l'artisanat devrait être parmi les premières productions économiques à aller faire la vente en ligne. Pourquoi? Parce que l'artisanat, c'est d'abord une conception spirituelle, la plupart des objets, avant de les banaliser pour que ce soit de l'artisanat de production. C'est donc une création intellectuelle qui mérite d'être payée à son prix. Parce que quand un architecte produit et qu'on va dupliquer son œuvre, il est payé vraiment abondamment. Quand, par exemple, un industriel quelqu'un qui a conçu ce qu'il lui va dupliquer, c'est d'abord, on paye d'abord ce que nous appelons les droits d'auteur chez les artisans, chez les artistes. On doit lui payer les droits d'auteur. S'il fait un brevet, il le protège. De telle sorte que tous ceux qui vont utiliser ce qu'il a fait pour produire doivent reverser quelque chose. Donc, il faudrait qu'on ait l'esprit que l'artisan créateur doit vivre de son œuvre. Les textes de loi aujourd'hui, la loi de 2007, parce que nous sommes en Afrique, le premier pays qui a une loi sur l'artisanat. Le CODEPA, qui est l'organe fêtière de la gestion de l'artisanat africain et qui a 29 États, avait recommandé que cela soit fait. Nous, on l'a fait. Avait recommandé qu'il y ait des infrastructures. Nous, on l'a encore fait. Avait recommandé qu'il y ait des événements promotionnels, les salons régionaux, départementaux, le SIAC et la participation aux salons et foires à l'extérieur. Donc, la vente en ligne avait donc pour objet d'éviter que l'artisan ne soit floué par les démarcheurs et marchands d'objets artisanaux qui vont dans les villages où les gens ont déjà du mal à aller en ville, ont du mal à transporter ce qu'ils font et ont du mal à vendre. C'est le CODEPA qui a conçu les ventes en ligne. En disant, en Afrique, les gens ont trop de problèmes, il faut les aider à avoir des endroits où on stocke leurs produits, on les vend en ligne, au moins ils savent ce que ça coûte et ensuite ils payent les taxes et les timbres comme tout le monde et on leur reverse les bénéfices. Bon, après avoir donné la commission à la société qui vend. Il y a eu un projet commun de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre que la coopération française et l'Union européenne ont décidé de financer. Ça s'appelait le PAPEA, Programme d'appui à la petite entreprise artisanale africaine. C'était comme ça. Alors, on a dit, pour l'Afrique de l'Ouest, ça va être le Togo, qui aura l'atterrissement de ce projet en ligne. Pour l'Afrique centrale, ça va être le Congo, à Brazzaville. Alors, qu'est-ce qui devait être fait? Une fois qu'ils ont installé ces poules d'atterrissement, des ventes en ligne, donc qu'on appelait les galeries virtuelles, à Brazzaville et à Lomé, ils allaient créer ce qu'ils appellent des portails numériques dans tous les autres pays. Donc, le centre de la vente, c'est Brazza. On met nos produits de vente en ligne qui atterrissent à Brazza et Brazza vend. C'était comme ça. Alors, la crise économique de 2009 est venue sonner le glas de tout ça et puis on nous a dit qu'il n'y a plus de projet. On est donc resté tranquille et nous nous sommes demandé pourquoi nous-mêmes on ne ferait pas une galerie. Même si elle n'est pas une galerie, parce qu'elle doit associer beaucoup de gens, faisons plutôt un portail numérique. Nous sommes allés en Algérie, on a trouvé un portail. C'est moins qu'une galerie, mais on a dit on commence par là. Et on a eu la chance un jour, le Premier ministre nous appelle et dit recevez une dame qui crée beaucoup de sites internet, vous essayez de voir avec elle. Nous nous sommes entendus, on a fait un protocole d'accord qui a été validé par l'OPM. Dès que cela a été fait, l'État n'allait pas nous voir envoyer les objets à l'extérieur sans un regard. Donc, premièrement, il ne faut pas envoyer les choses interdites par le ministère de la Faune, le ministère de la Forêt, le ministère de la Culture, donc commission. Et le ministère des Finances dit tout ça là, moi je veux mes taxes et timbres, mes droits de taxes et timbres. On a fait donc une grande commission et on a vu comment la galerie va fonctionner. En 2017, elle a commencé à fonctionner au mois de février. Et à la fin 2017, elle a un atterrissement déjà à Limbé,
la galerie centrale étant à Yaoundé, quand il y a eu la CAN féminine, nous avons eu 6 conteneurs qui sont partis de Limbé. À Yaoundé, ici, depuis que la galerie fonctionne, nous sommes à 15 conteneurs. Et quand on sait ce que vaut un conteneur d'objets d'art aux États-Unis, c'est quelque chose de lourd. Et on a payé le timbre du ministère des Finances qui est prélevé immédiatement. On a payé les taxes. On a payé les taxes à l'exportation et autres. Et la commission qui revient à la société qui gère pour l'instant la galerie au Cameroun. Après avoir payé tout ça, ce qui est revenu aux artisans en 2017, que ce soit à Limbé ou à Yaoundé, toutes ventes confondues, c'est 1,615 milliard. Jamais artisans, sauf ceux qui font le commerce artisanal illicite avec les conteneurs qui vont aux États-Unis, défiant toutes règles de la concurrence et de l'expertise, jamais artisan n'a eu au clair autant de recettes pour ce qu'il fait au quotidien dans notre pays. On s'est dit, si ça a donné ça, il faut améliorer, puisqu'il n'y a que 2 villes. Le président a donné l'accord qu'on fasse encore un déblocage d'argent pour qu'on étende cette galerie, pour qu'on atteigne 7 régions. Voilà ce que nous pouvons dire de la galerie virtuelle. C'est une excellente initiative qui porte les fruits. L'État porte tout ça pour l'instant. Mais le souhait du gouvernement est que les privés puissent s'en occuper. Ça va aller plus vite comme ça. Je voudrais dire ici qu'il y a quand même un secret à la réussite de tout. Si vous avez une équipe qui a déjà le pied sur l'étrier sur une activité, il faut éviter les changements intempestifs. Il faut la constance, il faut la concertation et généralement il n'y a pas de secret, le résultat arrive.